Bienvenue à tous, déjà. Merci d'être venus au wagon ce soir. Vous allez partager avec nous un grand moment, ce grand moment qui est le Demo Day de la promo actuelle. Alors, avant de vous expliquer pourquoi aujourd'hui est un grand jour, je voudrais d'une part savoir qui vient pour la première fois ici. Donc, levez la main. 1, 2, 3. Ok, chouette. Vous êtes nombreux. Et parmi vous, qui ne connaît personne dans la salle ou ne connaissait personne avant d'arriver aujourd'hui? Ouais. Ok. Très bien. Ça marche. Bon. Donc, à l'attention de nos invités de ce soir, vous êtes en train de partager avec nous une journée qui va faire date pour de nombreuses raisons et pour de nombreuses personnes qui sont présentes ici. Déjà, pour les protagonistes de l'histoire, c'est-à-dire nos 22 élèves web et data, des batchs 1202 et 1203, c'est à la fois une fin et un commencement. Alors, c'est la fin de leur aventure au wagon. Ils arrivent au terme de 9 semaines d'efforts intenses. C'est la destination d'un voyage collectif qui a transformé leur identité. Hier, ils étaient conducteurs de travaux, cuisinistes, commerciales, aides ménagères, ingénieurs en tout genre, chargés de communication, facteurs, chercheurs, ouvriers à l'usine. J'invente rien, hein, c'est vraiment les métiers des personnes qui ont fait les batchs 1202, 1203 qui vont vous présenter leur projet ce soir. Aujourd'hui, ils deviennent officiellement des développeurs, des développeuses web et des data analystes. En 2 mois, ils se sont littéralement transformés. Je pense qu'ils méritent d'ores et déjà nos applaudissements pour cet accomplissement qui est un véritable exploit. Alors, c'est la fin de leur apprentissage au wagon, mais c'est aussi un commencement, parce que c'est le point de départ de leur nouvelle vie. Une aventure de freelance indépendant ou une odyssée entrepreneuriale pour certains, un nouveau départ en entreprise pour d'autres. Ce Demo Day fera également date pour moi, parce que c'est mon premier Demo Day. En fait, voilà, c'est pour ça que je suis très attaché et que je lis un peu mes notes, c'est parce que voilà, c'est un exercice nouveau pour moi. En effet, j'ai repris la direction du wagon de Nantes il y a un peu plus d'1 mois maintenant, après avoir été photographe indépendant pendant 4 ans. Donc cette cérémonie d'aujourd'hui, elle vient officialiser un nouveau départ pour moi aussi. J'avais été chasseur de tête, j'avais été directeur marketing, organisateur de conférences, game designer, compositeur de musique, photographe, et maintenant me voilà directeur de campus, donc j'ai une certaine expérience en matière de reconversion professionnelle. Je peux témoigner de son extraordinaire impact sur l'épanouissement et sur le bonheur. C'est précisément pour permettre à d'autres que moi de réussir leur reconversion professionnelle que j'ai rejoint le wagon, et je nous souhaite à tous ici présents de pouvoir continuer à nous réinventer autant de fois que la vie nous le permettra. Avant de lancer officiellement le cœur de cette soirée, c'est-à-dire les présentations des projets, je voudrais prendre quelques minutes pour présenter rapidement à nos invités ce qu'est le wagon. Donc, le wagon, c'est une école pour adultes qui est destinée à acquérir des compétences techniques, soit pour se réinventer complètement, c'est-à-dire faire une reconversion professionnelle, soit pour rajouter une corde à son arc. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça. La particularité du wagon, c'est qu'on n'est ni une école entièrement sur campus, ni une école, ni un site de formation en ligne. On est les deux à la fois. On a des formats donc en ligne et sur campus, et on a des formats en temps plein et en temps partiel pour que tout le monde puisse bénéficier de ce que le wagon a à offrir. Qu'on ait 2 mois à dédier à plein temps à se former ou pas, parce qu'on est toujours en poste, parce qu'on a des enfants à aller chercher le soir, etc. Les sujets qu'on adresse, c'est le développement web, la data et le no-code. Le wagon a une histoire qui s'ancre dans la durée, puisque ça fait, cette année, ça fera 10 ans que le wagon existe. 20 000 personnes dans le monde ont été formées grâce au wagon. Et la très grande majorité d'entre eux en sont satisfaits, puisque sur 5200 avis récoltés, on arrive à des notes de 4,98 sur 5. C'est probablement la formation, l'une des formations les plus reconnues au monde.
et qui est accessible partout dans le monde, puisqu'il y a 45 campus répartis sur à peu près tous les continents. Parmi les étudiants qui ont fait le wagon, il y en a qui sont devenus freelance, il y en a qui ont démarré une nouvelle activité en tant que salarié, mais il y en a aussi qui se sont lancés dans une aventure entrepreneuriale. Il y a plus de 300 startups qui ont été fondées par des étudiants qui sont passés par le wagon, et ça représente des levées de fonds de plus de 800 millions de dollars. Donc c'est des startups qui ont fonctionné. Donc voilà, là vous avez une petite carte de tous les wagons qu'il y a dans le monde. Alors comme c'est une entreprise française, c'est en France qu'il y a le plus de campus, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de régions du monde qui pour l'instant ont été épargnées par le développement de l'entreprise. La principale formation qui a fait connaître le wagon, c'est bien ça que je voulais afficher, c'est les bootcamps de en gros 400 heures. Alors on en a des nouveaux qui dérogent un petit peu à la règle, mais le bootcamp historique du wagon, c'est 400 heures, c'est en développement web, et c'est ça qui a été lancé en 2010, lorsque le wagon a été créé. Aujourd'hui, il y a davantage de thématiques qui sont abordées. Il y a le développement web, comme 18 de nos élèves de ce soir. Il y a les métiers de la data analyse, comme 4 de nos élèves de ce soir, mais il y a aussi la data science, la data engineering, et ce qu'on ne voit pas forcément sur ce slide-là, c'est la formation en no-code qui arrive bientôt. La démarche du wagon, c'est d'avoir toujours des professeurs qui puissent encadrer au plus près les élèves, parce que c'est une formation très pratique, c'est-à-dire que la journée type, c'est 2 heures de cours le matin, et le reste de la journée qui est dédié à des exercices, avant de passer à une phase de projet. Donc du coup, on essaye de rester toujours à avoir au moins un professeur pour 7 étudiants, pour que quand un élève est sur une difficulté pratique, il y ait rapidement quelqu'un qui puisse venir le seconder. Au-delà de ces bootcamps de 400 heures, pour la plupart, qui permettent véritablement une reconversion professionnelle, puisqu'ils sont ouverts à tous sans condition de diplôme, et sortent de là des étudiants qui, à peine diplômés, peuvent trouver un emploi. On a des bootcamps, pourquoi c'est revenu en arrière? Non, c'est que c'est juste que c'est pas complètement très bien. On a des formats courts de 40 heures qui, là, ne sont plus dédiés à faire une reconversion professionnelle complète, mais sont plutôt là pour se rajouter une corde à son arc quand on est déjà en poste, on a déjà une activité établie et qui va nous permettre soit d'être meilleur dans ce qu'on fait, soit d'aller chercher une activité qui est proche, qui est pour pivoter sur quelque chose de proche de ce qu'on fait. Donc par exemple, on peut imaginer un professionnel du marketing qui va faire une formation courte en data analytics et qui va du coup être meilleur sur l'analyse de ses campagnes marketing. Cette même personne en marketing peut faire une formation courte en no-code. Donc là, je vous ai montré les formats courts en data, data analytics, web analytics, machine learning, etc. On a des formations en no-code. Sur le no-code, par exemple, on va aller pouvoir chercher comment faire travailler ensemble les différentes plateformes qu'on utilise en marketing pour les faire communiquer entre elles, automatiser les choses et gagner du temps. Après, voilà, on peut être par exemple un designer en UX, UI design qui fait des maquettes de sites web, qui va aller chercher des compétences en développement en front-end pour pouvoir proposer à ses clients directement d'aller intégrer sur leur site les modifications qu'on leur propose. Donc voilà, c'est un peu comme ça que fonctionnent les formats courts. Les formats courts, par contre, contrairement aux bootcamps qui sont soit sur place, soit en ligne, les formats courts sont uniquement en ligne. Petite info concernant les formats courts, c'est que une fois qu'on a fait le wagon, on bénéficie de 10% de réduction sur tous les formats courts. Donc c'est un autre avantage de faire un bootcamp et de devenir alumni du wagon. Ce qui se passe pour les alumni, une fois qu'ils ont terminé, donc c'est-à-dire à partir de demain, les élèves qui ont terminé leur formation, leur bootcamp au wagon, vont bénéficier de l'accompagnement de notre service carrière, qui organise notamment une Career Week, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine pour les étudiants, où en fait on va aller proposer des interventions de professionnels locaux pour les brancher avec l'étape suivante de leur parcours. Donc par exemple, ceux qui veulent trouver un emploi tout de suite, eh ben, on va faire intervenir les cabinets de recrutement nantais, on va faire intervenir des entreprises qui cherchent à embaucher des juniors dans les domaines des formations qui viennent de se produire. On va leur apprendre à bien faire un profil LinkedIn et un bon CV dans le domaine dans lequel ils cherchent à postuler. Pour les élèves qui veulent se lancer en tant que freelance, on va les brancher avec les réseaux du coin, donc les réseaux dans lesquels ils vont aller trouver leurs premiers clients. Donc par exemple à Nantes, ça va être la cantine numérique, ça va être ADN Ouest.
c'est des réseaux d'entreprises dans lesquels ils vont pouvoir trouver les interlocuteurs dont ils ont besoin. Et s'ils souhaitent continuer à se former, on a des partenaires aussi, que ce soit Open Classroom pour des formations en ligne ou l'Epitech à Nantes pour continuer en master sur campus. On a les partenaires qui permettent aux étudiants de se dire « Ok, en fait, j'ai eu la base que je cherchais, par exemple, en développement web, mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est être un expert en cybersécurité, en cloud, en big data. » Et avec le socle qu'on leur a donné, ils ont la possibilité d'aller chercher une alternance, par exemple, avec un de nos partenaires pour continuer à se former. Voilà, je vous ai pas tout dit. On a un job board interne pour rechercher du boulot. On a des partenaires qui sont des partenaires du wagon privilégiés qui viennent nous voir régulièrement, etc. Statistiquement, à l'échelle globale du wagon, toute formation confondue, tout pays confondu, on a un taux d'employabilité derrière les formations qui est de 93% sur une moyenne de 47 jours pour trouver un poste et 38 cas de salaire annuel brut. Donc la grande majorité des élèves trouvent dans la grande majorité du temps très rapidement leur prochaine étape pour des salaires qui, dans la grande majorité du temps, sont dans une bonne moyenne du marché. Il y a plein d'entreprises. Ah, c'est sympa ça, intéressant. Okay. Sur mon écran ça marche, mais là non. Ok, ben, voilà, c'est un jeu, c'est le jeu des logos. Est-ce que vous arrivez à reconnaître l'entreprise qui se cache derrière ces logos? Super. Il y a beaucoup d'entreprises connues qui embauchent des gens du wagon sur... alors là, c'est pas forcément visible sur cette slide-là, mais par exemple, à Nantes, on a Doctolib qui a embauché beaucoup de gens qui sortent du wagon. Là, sur cette slide-là, vous avez forcément que les entreprises qui sont les plus connues, parce que ça serait pas très intéressant de mettre des petites entreprises que personne ne connaît dans un jeu de slide comme ça, mais voilà, les étudiants qui sortent du wagon sont très prisés sur le marché du travail, pas forcément parce qu'ils sont meilleurs techniquement que les autres, parce que il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. En 2 mois, on acquiert des bases, on forme son esprit à réfléchir comme un développeur, mais on n'est pas un expert senior du marché. En revanche, les entreprises sont bien conscientes que les gens qui viennent au wagon, c'est des gens qui ont choisi de faire le métier qu'ils vont faire à leur sortie, et que du coup, ils vont trouver chez eux une motivation qui est sans pareil par rapport à d'autres personnes qui potentiellement sont arrivées dans leur boulot actuel par une succession de choix par défaut. Tout le monde sait que les gens qui sortent du wagon et même qui entrent au wagon, c'est des gens qui en veulent, et ça a une valeur énorme sur le marché du travail. Combien ça coûte de faire le wagon? Ça dépend de la formation. Si c'est un format court, c'est 1500 €. Si c'est un format long, bah, ça dépend lequel. Si c'est sur 5 semaines ou sur 9 semaines, ça dépend si c'est en ligne ou sur campus. Ce que vous pouvez retenir pour vous faire une idée, c'est que ici, à Nantes, le bootcamp sur campus, ce qu'ont fait les étudiants qui vont nous présenter leur projet de ce soir, c'est 6 400 €. Alors, c'est une certaine somme, et heureusement, il y a de nombreux financements publics qui permettent en fait d'alléger la facture et de rendre les formations du wagon disponibles au plus grand nombre. Donc ça dépend de la situation de chacun. Je ne vais pas vous les énumérer ici et maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au wagon, on a un service financement, et quand on postule, on est en contact avec le service financement qui étudie la situation de chacun, et en fonction de si on a du CPF, si on est salarié, si on est au chômage, si on est inscrit à Pôle emploi, on a différentes offres qui sont disponibles. Il y a quand même un truc à mentionner, c'est qu'on a une chance incroyable dans les Pays de la Loire. C'est la seule région en France où la région prend en charge intégralement le coût de la formation. Alors il y a des critères, il faut avoir du CPF, il faut avoir un certain montant sur le CPF, mais disons que c'est la seule région où la région va dire « Ok, la formation elle coûte tant, vous avez tant de CPF, je complète ce qui vous manque ». Ça, c'est une initiative qui est uniquement locale. C'est depuis 2022 que c'est en place. On croise tous fort les doigts pour que ça continue, mais voilà, on ne sait pas jusqu'à quand ça va être. C'est une initiative qui vise en fait à promouvoir la formation sur les métiers en tension. Et les métiers de l'informatique sont pour une grande partie tous en tension, puisque les technologies évoluent systématiquement. La technologie qui est en vogue à N-1 l'année dernière, c'est plus celle qui est cette année. Les méthodologies qui sont en place les années précédentes, c'est plus les méthodologies qui sont en cours aujourd'hui. Et du coup, c'est un univers qui se renouvelle en permanence, qui fait que le marché est systématiquement en tension.
Les prochains bootcamps en développement web, c'est là très bientôt. Le prochain commence le 10 juillet. Pour ceux qui n'ont pas envie de sacrifier leur été, le prochain commence à la rentrée le 9 octobre. Et en Data Analytics, le prochain démarre directement le 9 octobre. Voilà. Pour info, pour maximiser les options de financement disponibles, il n'est jamais trop tôt pour candidater, parce qu'effectivement, les financements publics, c'est de l'administration française, et il ne faut pas être trop pressé, quoi. Donc, pour ceux qui ont l'intention de faire le wagon, appelez le service financement aujourd'hui, vous ne serez jamais trop en avance. Petite news, slide que j'ai rajouté aujourd'hui dans mon jeu de slides. C'est une nouvelle qui est juste sortie aujourd'hui. Un gros partenariat vient d'être conclu entre Le Wagon et Google, notamment sur les sujets liés à la data et à l'IA. Ça coïncide pour nous avec l'ouverture de notre nouveau bootcamp sur le métier de data engineer, qui lui est un bootcamp sur 5 semaines. Voilà, donc là il y a une petite vidéo que j'ai même pas encore eu le temps de voir et que je vais vous passer, que je vais découvrir en même temps. Non, 23 secondes. Et il n'y a pas de son. Bon, bah c'est ce que je vous ai déjà tout dit. Bon, j'aurais pu lancer la vidéo en fond de mon discours. Voilà, si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez venir me parler après la présentation des pitchs, à moi ou à Soraya, qui se trouve au fond de la salle en blanc et qui agite sa petite main. Et sinon, vous avez ce QR code que vous pouvez scanner et qui vous permettra en fait d'organiser un call avec notre équipe qui répond à toutes les questions sur les financements, les formations et tout ça. Je pense qu'il est grand temps de passer à la suite. J'espère que je ne vous ai pas tous endormis avec mon long discours. Ça allait plus vite dans ma tête et quand il n'y avait pas la chaleur. Du coup, je vous propose qu'on rentre enfin dans le vif du sujet. Pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit quand on parle de présentation de projet, je vais vous définir ce qu'il y a derrière ce mot projet ici. Je vais vous donner un peu de contexte. Donc, comme vous le savez, il y a 2 mois, les élèves que vous allez voir aujourd'hui ne connaissaient rien au développement web et pas beaucoup plus à l'analyse de données. Ils ont appris tout ça de manière intensive pendant 6 semaines, donc tous les aspects de l'analyse de données, c'est-à-dire comment on extrait des données, comment on va les nettoyer, comment on va les visualiser, comment on va les analyser pour les comprendre, puis comment est-ce qu'on va faire pour les présenter et les partager, ainsi que tous les aspects de la création d'une application web pour le batch web, c'est-à-dire dans les grandes lignes, la programmation orientée objet. Alors la programmation orientée objet, en fait, c'est les principes théoriques sur lesquels repose la majorité des langages de développement utilisés en entreprise. Ils ont appris le développement back-end. Donc back-end, en fait, c'est le cœur du code, c'est-à-dire la manipulation des données qui vont être échangées avec le serveur pour créer les fonctionnalités d'un site. Par exemple, s'inscrire, se connecter, faire une recherche, envoyer un message, réserver, acheter quelque chose, recevoir une confirmation par mail, etc. Ils ont appris à travailler sur des bases de données. Donc comment est-ce qu'on va stocker, accéder et modifier des données et des ressources dont on a besoin sur son site. Et ils ont appris le développement front-end, c'est-à-dire la mise en place de toute l'interface d'utilisation d'une appli mobile ou d'un site web, la position des différents éléments sur l'écran, les boutons, les animations, la mise à jour de contenu en temps réel, etc. Les élèves du batch web, ils ont donc appris tout ça en seulement 6 semaines, puis ils ont eu une dizaine de jours seulement pour imaginer et créer de A à Z en petits groupes de 3 à 4 un projet qui fonctionne vraiment, c'est-à-dire que ce que vous allez voir ce soir, vous pouvez aller avec votre PC sur la même adresse web qu'ils utilisent pour s'y connecter. Ce sont des vraies plateformes qui fonctionnent vraiment, qui marchent, quoi. Le premier projet de ce soir s'appelle Music Road. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un véritable festival de compétences que les étudiants du wagon doivent acquérir dans le cadre de leur bootcamp. Et j'invite donc Gonzague, Eloane et Thomas à venir nous présenter leur projet Music Road qui permet d'identifier les festivals de musique autour de soi. Ok, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans. Sur mes passe-temps, je kiffe faire de la musique.
aller à des festivals, aller à des concerts. Et il y a quelques temps, j'ai trouvé un groupe de musique sur une application qui s'appelle Musician. Et en fait, avec mon groupe, ça se passe plutôt bien et on aimerait pouvoir passer un bel été. Il va faire chaud, on a envie de danser, on a envie de chanter. On aimerait en fait pouvoir trouver un festival assez cool autour de nous. Mais c'est toujours assez compliqué de trouver des festivals sur Internet parce qu'on n'a pas toujours les bonnes infos, on n'a pas toujours la bonne liste des artistes, le prix, l'endroit, etc. Et il y a un de mes potes qui m'a parlé d'un site qui s'appelle Music Road. C'est un site qui référence tous les festivals en France. Et je vais vous montrer directement en accédant dessus, en cliquant sur tous les festivals. Et là, on voit une liste déroulant de pas mal de festivals les plus populaires que vous pouvez connaître, je pense. Et on peut également rechercher directement un événement sur la carte directement à droite. Voilà. Mais sauf que moi, je sais que j'ai envie de faire un bon gros festoche que je pense que certains connaissent. Ça se situe sur Paris. Et on va déjà voir ce qu'il y a comme sélection sur Paris, sur une sélection de dates. Donc on peut chercher directement dans la barre de recherche la ville. Et nous, on va sélectionner une date à date. Donc à partir du 19 juin, jusqu'au 31 juillet, histoire de faire large. Et là, on a 2 festivals qui nous sont proposés. On a le premier, c'est Solidays, ça peut parler à certains. C'est à l'hippodrome de Longchamp, c'est du 23 au 25 juin, mais moi je sais que je suis pris à cette période-là, donc c'est un peu compliqué. Lollapalooza, ça peut aussi parler, c'est du 21 au 23 juillet, moi ça me convient plus, ça nous laisse le temps de se préparer, ça nous laisse un mois. Donc je vais accéder à ce festival-là. Et ce qui est génial en fait avec cette application, c'est que vous avez le détail, une description, la localisation et aussi la liste de tous les artistes qui seront présents au festival, avec la possibilité d'avoir une pré-écoute. Donc je vais vous montrer ça. Moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Damso. Peut-être qu'il y en a qui kiffent aussi. Voilà. Quand on accède sur la liste, sur la page de l'artiste, on peut voir tous ses albums les plus populaires. On peut également avoir une pré-écoute de ses meilleurs titres. Voilà. On peut aussi voir dans quel festival il participe en cliquant juste ici. Ça permet de se dire, si j'ai des amis qui sont dans 4 coins de la France, on peut également en fait, donner le bon plan. Voilà. On va revenir en arrière parce que c'est un festival qui me plaît bien. Moi, j'ai vraiment bien envie d'écouter Damso là-bas. Donc, je vais copier le lien à mes potes. Donc, c'est le lien du festival. Hein. On peut directement accéder à la billetterie pour connaître les prix tout en haut à droite. Donc, c'est un lien qui nous ouvre une nouvelle page. Donc, c'est la page de l'organisateur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le site et je vais en fait ajouter ce festival-là dans mes favoris. Et grâce à ça, quand vous avez un compte, ça vous permet en fait de pouvoir chatter, discuter avec tous ceux qui veulent participer au festival. Donc c'est une zone d'échange. On clique sur le bouton favori là-haut. Là, on voit que j'en ai déjà un qui est plein ce week-end. Et moi, je vais accéder à Lollapalooza Paris. Et par exemple, sur le chat de Nantes, juste ici, je vais en fait pouvoir proposer un Blablacar pour ceux qui veulent m'accompagner ou qui veulent qu'on leur dépose. Donc je propose un Blablacar au départ de Nantes. Voilà. Et là, on peut envoyer directement. S'il y en a qui souhaitent participer à ce festival, ils peuvent directement m'envoyer un message. Moi, je suis là, j'y réponds. Mais si je vais sur Paris, il faut aussi que je puisse être hébergé. Et pour l'instant, j'ai 0 plan, donc je vais directement aller dans le channel de Paris. Là, je vais demander s'il n'y a pas du monde qui peuvent m'héberger, moi et mes potes, au moins pour le festival, parce qu'on n'a pas prévu de camper en tente. Voilà. Je vais revenir sur tous mes favoris, parce que je sais que j'aimerais bien... On est en plein dedans pour le Hellfest, et j'aurais aimé en fait, pouvoir avoir des billets de dernière minute, mais je me suis pris un peu en retard. Donc je vais regarder directement sur Nantes, parce que c'est pas très loin de Clisson, voir s'il n'y a pas du monde qui proposerait ça. Donc 800 balles les 2 billets, si ça intéresse quelqu'un. Bon, c'est un peu cher, donc je pense que le Hellfest, je vais un peu laisser tomber pour ce week-end et peut-être l'année prochaine. Donc moi, je vais vous proposer à partir de ce soir, si vous avez envie de passer un été, vous organiser pour trouver des festivals et vous amuser avec vos potes, rejoignez musicroad.fr. Au wagon, dans le bootcamp web, on apprend à être un développeur full stack. Alors full stack, ça veut dire qu'on peut créer toutes les couches d'un site web.
Donc la base de données, le back-end, le front-end, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sauf que souvent, dans les entreprises, les rôles sont séparés afin que chacun puisse se spécialiser sur un seul sujet d'expertise. En fait, c'est un peu comme dans un groupe de musique, où on va avoir quelqu'un qui est spécialisé, on va avoir une bassiste, on va avoir un mec au clavier, on va avoir une chanteuse, on va avoir un guitariste. Et trouver des musiciens pour monter un groupe, c'est justement ce que permet le projet d'Océane, Victor, Ulysse et Florian. C'est à vous. Bonjour à tous, voilà, je me présente, je m'appelle Florian, j'ai 33 ans et ça fait 15 ans que je joue de la cornemuse. Et je vous avoue que ça commence à être long tout seul dans ma chambre. J'en ai un peu marre, donc j'ai envie de partager cet amour que j'ai pour ce merveilleux instrument et de pouvoir jouer dans un groupe. Sauf que c'est un petit peu compliqué parce que ça fait pas longtemps que je suis sur la région. Et du coup, j'ai un peu de mal à rencontrer des gens qui jouent de la musique et qui recherchent un groupe, ou qui recherchent plutôt un musicien. Donc j'ai découvert une application qui s'appelle musicians.fr et qui permet de mettre en relation des groupes avec des musiciens et des musiciens avec des groupes. Donc j'ai créé mon compte et je peux me rendre directement sur l'application pour découvrir un peu les groupes qui sont autour de chez moi. Donc là, je vais parcourir un peu les groupes qui sont proposés. Donc je vois qu'il y a Nantes, Le Mans, Angers. Donc ça peut être un peu loin pour jouer de la musique. Donc je vais plutôt chercher les groupes qui sont vraiment sur Nantes. Ce sera peut-être plus pratique pour moi. Donc je vais pouvoir rechercher, affiner en tout cas ma pré-recherche. Donc là, je vois Nantes. Donc c'est déjà un petit peu plus concentré. Il y a plus de résultats qui me concernent en tout cas. Sauf que je vois qu'il y a un peu des recherches pour tous les instruments. Là, on voit batterie, keyboard, donc piano ou synthé en tout cas. Et du coup, je vais plutôt filtrer. Donc j'ai envie de jouer du métal. Et mon instrument, c'est la cornemuse. Donc je vais chercher bagpipe. Cool, il y a deux groupes qui sont proposés sur Nantes. Badomaine et Time for Energy. Bon, je vais aller voir directement sur ce groupe-là, ça me parle. Donc là, je vois, ouais, c'est Time for Energy, ils sont passionnés, c'est plutôt sympa. Je vais regarder un peu ce qu'ils jouent, on va avoir un aperçu. Pour voir si ça colle. C'est un banger, on aurait pu l'écouter jusqu'au bout. Ça me plaît, je vais regarder les membres, s'ils sont nombreux. Donc il y a Antonin, Tao, Julien, Yox. Ouais, c'est cool, ils sont nombreux, donc c'est un groupe qui vit. En tout cas, il y a de quoi faire. Bon, je vais les contacter. On va voir un petit peu. Donc je vais leur envoyer un petit message. Salut les gars, j'aimerais jouer avec vous. Est-ce qu'on peut rentrer en contact? On verra ce que ça donne. Après, je me dis que bon, là, ils sont peut-être occupés, donc ils vont peut-être mettre du temps à me répondre. J'ai vraiment envie de jouer avec du monde, donc je vais plutôt créer un groupe et on va voir si du monde veut me rejoindre. Donc j'ai mon profil, j'ai mis un peu une vidéo pour montrer un peu ce que je sais faire. Donc je vais créer mon groupe. Je vais ajouter une photo, donc je dois en avoir sous la main, une photo de moi en train de jouer. Ouais, il y a, hop, je suis en train de jouer de la cornemuse, c'est exactement ce qu'il faut. Et je vais ajouter une photo de fond. Donc j'ai envie de faire du métal folklorique écossais, avec la cornemuse, c'est plutôt bien. Des kilts, ça illustre. Et j'ai envie d'appeler mon groupe DB Drop. Ça, c'est cool. Biographie, bon, je vais mettre un truc un peu bateau parce que j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Et je vais mettre Nantes. Lien vidéo, bon, je dois en avoir un. C'est moi qui joue tout seul, mais c'est pas grave. Pour commencer, il me faudrait peut-être un batteur, ça peut être sympa. C'est la structure d'un groupe et j'ai envie de jouer du métal. Donc ça, c'est cool. Je crée mon groupe. Maintenant que mon groupe est créé, je me dis que je vais aller peut-être voir si le groupe précédent, Time for Energy, m'a répondu, avec un peu de chance. Non, toujours pas. Donc je vais retourner voir si mon profil, si mon groupe est bien créé. Donc c'est bon, il est bien créé, j'ai bien ma vidéo. Et je vais pouvoir retourner à nouveau. Ah, 2 messages. Bon, ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a du monde qui est réactif, c'est sympa. Je vais voir Océane, elle m'a écrit. Alain, je cherche un batteur, c'est exactement ce que je cherche. Ok, je vais aller voir. Océane, elle est à Nantes, elle joue du rock, mais elle joue de la basse. Donc ça ne m'intéresse pas. Je vais plutôt la garder de côté, on ne sait jamais. Donc je vais lui répondre par politesse.
ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je recherche, mais on peut rester en contact pour plus tard. Et je vais retourner sur la messagerie. Et là, je vois Ulysse. Ulysse, il aime le métal folklorique écossais et il aimerait bien jouer de la batterie avec moi. Donc ça a l'air d'être un batteur, plutôt sympa. Ok, cool. Photo dans un festival, donc c'est plutôt ce que je recherche. Ça me plaît, je vais lui répondre et je vais directement l'ajouter à mon groupe parce que j'ai pas envie de perdre de temps. On va pouvoir commencer directement à rentrer en contact. Je l'ajoute à mon groupe. Maintenant, je pense qu'il faut étoffer un petit peu parce que juste un batteur et une cornemuse, c'est un petit peu juste. Donc, je vais retourner sur mon groupe et je vais modifier ma recherche. Et comme ça, on va peut-être rechercher allez, un guitariste. Ça peut être vraiment chouette. Hop, voilà, sauvegarder. Donc maintenant, si vous voulez rejoindre le groupe et jouer de la guitare avec nous, je vous invite à rejoindre musicians.fr. Super, merci à vous. On va faire un projet un petit peu différent maintenant. La reconversion professionnelle, c'est un peu comme si on changeait de maison. La vie continue, mais en fait, plus rien n'est pareil. On change toutes ses habitudes et c'est ça qui est vivifiant. Le prochain pitch est celui de Chloé, une élève du batch Data Analyse, qui va nous parler de Home Exchange, une plateforme qui permet de faire des échanges de maisons. Bonjour à tous, moi c'est Chloé et je vais vous présenter l'analyse de données que j'ai faite pour la plateforme Home Exchange. Home Exchange, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des utilisateurs pour faire des échanges de maisons et voyager de manière plus économique, écologique et plus humaine. Home Exchange est présent dans 130 pays et a plus de 100 000 inscrits sur leur site. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Home Exchange, rentrer vos informations, les informations sur votre maison, votre appartement, etc. Commencer à discuter avec les gens déjà inscrits. Et une fois que vous avez trouvé quelqu'un qui veut bien échanger sa maison avec vous, eh bien, vous pouvez payer un abonnement annuel de 160 € par an. Et une fois cet abonnement annuel commencé, vous pouvez, pendant 12 mois consécutifs, voyager autant de fois que vous voulez avec la plateforme. Il y a deux façons de voyager avec Home Exchange, soit un échange réciproque classique, c'est-à-dire que quelqu'un vient chez moi, moi je vais chez cette personne sur une période où on s'est mis d'accord pour faire cet échange de maison. Ou alors on a des échanges qui sont non réciproques, c'est-à-dire que moi je vais chez quelqu'un, mais cette personne ne veut pas venir chez moi parce qu'il n'aime pas la ville dans laquelle j'habite. Eh bien moi je vais le payer avec ce qu'on appelle des guest points, qui est une monnaie virtuelle qui permet que moi je reste chez lui sans que lui vienne chez moi, et cette personne pourra partir après dans un autre pays s'il a envie. Les guest points, on peut les gagner en étant host de quelqu'un chez qui on ne va pas ou en s'inscrivant sur la plateforme. Le problème que rencontre Home Exchange, c'est qu'ils ont un certain nombre de leurs utilisateurs qui, à la fin des 12 mois consécutifs d'abonnement, décident de ne pas renouveler leur abonnement pour une autre année supplémentaire. C'est ce qu'on voit ici sur ce graphique, où on a 33% des personnes qui ne renouvellent pas leur abonnement. Et Home Exchange se pose la question de savoir pourquoi ces personnes ne renouvellent pas, qui sont-ils et comment les pousser à rester sur la plateforme. Donc pour ça, moi j'ai analysé 3 ans de données, les données d'inscription entre 2019 et 2021, mais puisque c'est des inscriptions annuelles, donc ça va jusqu'en 2022, et les données d'échange des utilisateurs entre 2019 et 2022. Et donc on va essayer de voir pourquoi les personnes partent, donc pourquoi ils résilient, suivant plusieurs paramètres que je vais vous présenter juste maintenant. Donc le premier paramètre à prendre en compte, c'est un peu le timing de l'inscription. En particulier à cause du Covid qui est arrivé en mars 2020, qu'on voit là-bas. Et donc à cause du Covid et des différents confinements, les personnes n'ont pas pu voyager. Et donc forcément, le nombre d'inscriptions, vous voyez en rouge sur ce graphique, le nombre d'inscriptions a fortement chuté pendant ces différents confinements. Et on voit également en vert que le taux de résiliation, lui, a augmenté. Donc ce qui est totalement normal puisque les personnes ne pouvaient plus voyager. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite partie des utilisateurs qui sont partis pendant les confinements, qui sont revenus après. C'est ce qu'on voit avec la courbe violette, où on a un taux de retour qui est autour de 20%.
Une autre chose assez intéressante, c'est sur ce graphique ici, où on a les conversations et les échanges entre les utilisateurs. Donc les conversations, c'est quand deux utilisateurs vont essayer de trouver un échange, mais ils ne vont pas forcément réussir à se mettre d'accord. Et les échanges, c'est vraiment deux utilisateurs qui ont réussi à se mettre d'accord et qui vont vraiment partir avec la plateforme. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a, pareil pendant le Covid, une grosse chute du nombre de conversations et du nombre d'échanges, ce qui est totalement normal puisqu'ils n'ont pas pu voyager. Et de même, on a un nombre d'échanges qui est annulé, qui a aussi augmenté donc, sur ce graphique en vert. Par contre, ce qui est intéressant à voir sur ce graphique-là, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a un nombre d'échanges après le Covid, donc à partir de, on va dire, avril 2021, eh bien, on a un nombre d'échanges finalisés qui est plus important qu'avant le Covid. Donc, par exemple, on a 3 fois plus d'échanges en juin 2020 par rapport à juin 2019. Pourtant, on n'a pas forcément 3 fois plus d'utilisateurs. On n'a que 1,5 fois plus sur la même période. Donc ça veut simplement dire que les utilisateurs qui sont inscrits sur la plateforme partent plus après le Covid en utilisant HomeExchange qu'avant le Covid. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des utilisateurs qui vont faire plus de voyages et donc qui vont potentiellement être des utilisateurs plus contents de la plateforme et qui pourraient être des ambassadeurs de la marque. Ensuite, on peut étudier le taux de résiliation en fonction du nombre d'inscriptions. Donc la première chose qu'on peut se demander, c'est les utilisateurs qui résilient, est-ce que c'était leur première inscription? Est-ce qu'après leur première inscription, ils décident de ne pas rester? Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique, où on a le taux de résiliation pour les premières inscriptions qui est beaucoup plus importante que pour les inscriptions supplémentaires. De même, on voit sur ce graphique où on a le taux de résiliation en fonction du nombre d'inscriptions qui diminue en fonction de ce nombre d'inscriptions. Donc ça, ça veut simplement dire que les utilisateurs qui ont déjà testé la plateforme, qui se sont mis, qui ont déjà renouvelé au moins une fois, eh bien, ils ont une probabilité de rester qui est beaucoup plus grande que ceux qui se sont inscrits pour la première fois. Donc ça veut dire qu'une fois que les utilisateurs ont testé la plateforme et qu'ils ont aimé la plateforme, ils deviennent fidèles à HomeExchange. Enfin, on peut se poser la question de savoir où se trouvent les utilisateurs qui résilient le plus. Donc HomeExchange est présent dans 130 pays, mais comme on peut voir sur ce graphique où on a la proportion d'utilisateurs en fonction des différents continents, on voit que les utilisateurs où on a les continents où on a le plus d'utilisateurs, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Pour les autres continents, on a vraiment très peu d'utilisateurs, donc on ne va pas pouvoir tirer des conclusions sur ces pays-là. On va se concentrer vraiment sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Et donc on voit que l'Amérique du Nord montre un taux de résiliation qui est plus faible que l'Europe. Et donc ça peut s'expliquer en partie par les habitudes de consommation, en particulier des Américains, qui vont avoir tendance à prendre des abonnements même s'ils ne s'en servent pas vraiment. Et donc c'est ce qu'on voit ici, sur ce graphique, où on a le taux de résiliation des utilisateurs donc aux États-Unis et en France, dans le cas où ils font 0 échange. Donc ça veut dire qu'on a des utilisateurs qui payent un abonnement, mais qui ne partent pas avec la plateforme. C'est-à-dire qu'ils payent pour rien. En France, quand on paye pour rien, on ne reste pas. On part tout de suite. On a 60% de résiliation, même plus que 60% de taux de résiliation. Alors qu'aux États-Unis, eux, ils continuent à renouveler. Ils continuent à rester dans la plateforme. Il n'y a que 40% de taux de résiliation. Donc ça, c'est probablement des renouvellements automatiques que les Américains juste ne pensent pas à désactiver. Enfin, on peut se concentrer sur la typologie des utilisateurs, donc savoir comment ils voyagent avec la plateforme. Donc sur ce graphique ici, vous avez le nombre total d'utilisateurs et sur ce nombre total d'utilisateurs, vous avez 22% qui n'ont jamais réussi à partir sur les 3 ans. Donc ils ont payé, mais ils n'ont jamais réussi à partir sur les 3 ans. Et donc ces 22%, ils représentent un taux de résiliation qui est vraiment très élevé, qui est les 3 premières barres ici. Et donc c'est en particulier le cas quand c'est leur première inscription. C'est-à-dire que c'est vraiment les utilisateurs qui s'inscrivent pour la première fois, qui n'arrivent jamais à partir avec la plateforme. Eux, ils ont un taux de résiliation qui est juste monstrueux de presque 80%. Ensuite, sur notre nombre d'utilisateurs total, on en a 78% donc, qui ont au moins réussi à partir au moins une fois sur les 3 ans de données. Et dans ces utilisateurs qui ont réussi à partir au moins une fois, il y en a 46% qui sont partis plus de 5 fois pendant les 3 ans. Et donc, on peut s'intéresser un petit peu au comportement de ces utilisateurs-là. Et donc, c'est ce que vous avez sur cette partie du graphique, où vous voyez, par exemple, les utilisateurs qui sont uniquement guests. Donc, eux, ça veut dire qu'ils ont uniquement utilisé la plateforme via les guest points pour partir chez quelqu'un, mais ils n'ont jamais été host. Ils n'ont jamais pris quelqu'un chez eux.
Et donc on voit que ces personnes-là ont un taux de résiliation qui est très important par rapport aux autres, et en particulier par rapport aux utilisateurs qui font des échanges. Donc c'est ces deux barres ici. Et donc c'est des utilisateurs qui font des échanges, que ce soit de manière réciproque, donc un échange classique de maison où les gens partent sur la même période les uns chez les autres, ou un échange non réciproque, donc via les guest points. Donc on voit vraiment que c'est les utilisateurs qui font des échanges de manière vraie, ou c'est des utilisateurs qui sont à la fois guest et à la fois host, qui ont le taux de résiliation qui est le plus bas. Et donc ça va mener à ma première recommandation pour Home Exchange. Donc j'ai fait 4 recommandations. Et donc la première, c'est vraiment d'améliorer, de pousser les utilisateurs à échanger des maisons et à être en particulier host et pas uniquement guest. Donc vraiment, voilà, les pousser à faire des échanges réels comme la plateforme a été pensée pour. Donc ça peut passer par exemple par des récompenses pour les utilisateurs qui deviennent host pour la première fois, ou alors augmenter la visibilité des utilisateurs qui sont hosts sur la plateforme pour montrer aux autres utilisateurs que cette personne-là joue vraiment le jeu de Home Exchange. Ensuite, ma deuxième recommandation, ça se base sur ce que je vous ai dit au début sur le nombre de voyages par utilisateur qui est plus important après le Covid. Donc on a des utilisateurs qui voyagent plus avec la plateforme, donc ils sont potentiellement de très bons ambassadeurs parce qu'ils vont être contents de la plateforme parce qu'ils voyagent pour pas très cher. Et donc ça serait intéressant de contacter ces utilisateurs-là et de faire en sorte, je ne sais pas, par exemple, de mettre en lien leur profil sur les réseaux sociaux pour faire de la pub sur leur réseau, ou alors faire des récompenses supplémentaires pour les utilisateurs qui en ramènent beaucoup plus d'autres, des amis, de la famille, etc. Ma troisième recommandation, c'est vraiment pour limiter les utilisateurs qui n'arrivent pas à échanger. Donc c'est vraiment eux qui ont un taux de résiliation qui est le plus fort, c'est ceux qui n'arrivent pas à partir avec la plateforme. Et donc, ça serait intéressant de venir motiver ces utilisateurs-là. Par exemple, quand on voit que certains utilisateurs sont très peu actifs sur la plateforme, qui font peu de conversations avec les autres, et peut-être leur envoyer un petit mail juste pour leur dire, je ne sais pas, peut-être améliore la photo de ta maison, la description de ta maison pour pousser les utilisateurs à plus vouloir venir chez toi. Ou alors avoir des alertes dans le cas où il y a une ville qui est fortement recherchée et que cet utilisateur fait partie de cette ville-là. Donc vraiment pour limiter le nombre d'utilisateurs qui n'arrivent pas à partir. Et malgré ça, si on a toujours des utilisateurs qui souscrivent à l'application mais qui n'arrivent pas à partir avec Home Exchange, je pense que ce serait intéressant d'aller voir ces utilisateurs, par exemple à la fin de leur abonnement, si ça fait 11 mois qu'ils sont sur la plateforme mais qu'ils n'ont pas réussi à partir dans les 11 mois, aller les voir et leur faire un petit sondage pour savoir pourquoi ils ne partent pas, qu'est-ce que Home Exchange pourrait améliorer pour qu'ils arrivent finalement à partir, et donc venir analyser toutes ces données pour en tirer les conclusions adéquates. Aujourd'hui, là, je vous ai présenté juste une petite partie du travail que j'ai fait. En particulier, j'ai présenté vraiment uniquement l'analyse qui répondait à la question de pourquoi les utilisateurs partent. Mais vous pouvez en trouver d'autres aussi intéressantes, d'autres tests et du machine learning de prédiction, de la prédiction avec du machine learning pour le nombre d'inscriptions, par exemple. Donc si vous voulez le voir et si ça vous intéresse, il y a le lien de mon GitHub. Je vous remercie. Alors, puisqu'on en est à parler de maison, avant de vouloir partager son chez-soi sur Home Exchange, il faut d'abord vérifier qu'on y est bien dedans, qu'il ne fait pas trop chaud l'été, comme ici par exemple, pas trop froid l'hiver. Et ça, c'est ce que permet la géothermie. Au wagon de Nantes, comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir, on n'a pas encore la géothermie. Mais c'est la raison pour laquelle Clara, Almis et Vincent nous ont développé GeoCool. Alors moi je fais de la cornemuse. Merci. Non, en réalité dans la vie je suis architecte. Et en fait depuis quelques années, surtout plusieurs mois, avec les crises caniculaires qu'on rencontre et qu'on va rencontrer sûrement cet été, j'ai de plus en plus en fait, clients privés, publics, avec des petits projets de maison ou des gros projets qui viennent me voir en fait, avec des problématiques associées. Ils veulent des bâtiments de plus en plus entre guillemets écolos et résilients.
et notamment pour le confort d'été et faire des économies aussi d'énergie en hiver. Donc je me suis renseigné, moi je ne suis pas forcément spécialisé sur le sujet au départ, et j'en ai parlé à des bureaux d'études partenaires, ils m'ont dit renseigne-toi sur le puits climatique, peut-être que vous connaissez, c'est un système qu'on appelle couramment le puits canadien. C'est des tuyaux en fait, qu'on enterre dans le sol et qui permettent de faire passer l'air qu'on va amener dans la maison, en fait, le renouvellement d'air pour le confort des usagers. On va le faire passer dans ces tuyaux qui sont enterrés pour amortir en fait, les pics de température en été et en hiver dans le bâtiment pour qu'il soit davantage confortable. Donc je fais chouette, c'est intéressant, super, mais comment on fait? Ils me disent c'est un peu compliqué à dimensionner en fonction de la taille de ton bâtiment, des usages, etc. Ce n'est pas les mêmes configurations, il y a plusieurs fabricants. Donc je dis on ne peut pas le faire, non, on ne sait pas faire. Donc j'ai trouvé GeoCool, je me suis renseigné, c'est une petite appli qui permet de faire tout ça. Donc c'est assez sympa, on peut configurer son puits canadien assez rapidement. Et même si on n'y connaît rien, dès le début, on se dit moi le sous-sol, etc. Un puits climatique, je ne sais pas trop ce que c'est. On peut aller voir sur un petit guide assez simple, sous forme de blog, où il y a quelques petits articles qui ont commencé à faire. Donc par exemple, si on veut avoir des infos sur le sous-sol, il y aura des articles en fonction de la région. On va voir en fait quel type de sol on peut avoir dans notre région. Voilà, et avoir des petites infos pour s'acculturer au sujet. Donc ça, c'est la petite première étape. C'est un sujet assez technique. Donc même un particulier peut se faire un avis sur le sujet s'il veut rénover sa maison, par exemple. Et ils ont une petite base de fabricants également dans leur onglet, où on peut aller voir un peu les différents fabricants qui existent, la base de données de matériaux et de produits. Donc comme vous voyez, c'est des tubes, et ils ont chacun un peu une spécialisation en fonction du type de matériaux, de la fonte, du grès, etc. et des diamètres différents. Donc ça peut paraître un peu compliqué si on va voir il y a des infobulles, des petites caractéristiques techniques, ça commence à être un peu... Voilà, donc là on voit une conductivité thermique 36, si on va sur le PEHD par exemple, on va voir que ce n'est pas du tout les mêmes infos, c'est 0,3, alors du coup lequel je prends, c'est pas trop. Donc si on retourne à l'accueil, l'intérêt de GeoCool, c'est qu'en fait ils nous font une petite étude en quelques clics très vite en fonction de notre projet. Donc on commence et en fait on crée d'emblée un petit projet. Donc par exemple moi récemment j'ai eu un client récent qui s'appelle Monsieur Napoli qui est venu me voir, je veux faire une maison écologique. Donc voilà, on va faire la maison de Monsieur Napoli dans le 44 à Nantes. Donc il a une bonne maison à 200 mètres carrés. Terrain disponible, il y a quelque chose comme 500 mètres carrés, donc à voir si les puits peuvent passer avec cette surface. Après, le débit de ventilation qu'il faut amener dans le bâtiment, en tant qu'architecte, on ne sait pas forcément au départ. Donc là, on a un petit conseil, qui nous conseille 330. Allons pour 350, comme ça on est sûr qu'on a une qualité d'air correcte dans le bâtiment. Alors c'est un projet de rénovation, et pour le coup, là on peut choisir différents... GeoCool nous propose différents types de bâtiments en fait. Donc là on est sur une maison, et quand on passe à l'étape suivante, on va pouvoir choisir le type de sol. Après s'être acculturé au sujet, on a encore des petites infobulles pour avoir des petites précisions sur les sols. Donc dans le coin, la région nantaise, moi étant architecte dans le coin, je sais qu'on est sur de l'argile humide, globalement. Et quand on passe à l'étape suivante, en fait, GeoCool, ça y est, c'est presque fini, entre guillemets. Ils ont un moteur de calcul qui va vous permettre de donner le top 3 des configurations qu'ils ont sélectionnées à partir de leur base de données de produits. Donc ils nous précisent qu'ils ont étudié 26 possibilités dans le cas de notre projet à nous. Si c'était un autre projet avec des plus grands débits, ce serait autre chose. Et on a un top 3 qui nous est affiché. Avec les matériaux, les fabricants, les caractéristiques techniques. Donc là, pour le projet en question, je vois que typiquement, ça a l'air d'être pas mal de mettre un peu de fonte, 25 mètres de tuyaux dans le jardin, ça passe en surface. Et j'ai une évaluation en fait, en fonction de la météo de Nantes, du coup, du gain énergétique que je peux avoir. Et si je descends, je vois aussi que en été, je suis à 21 degrés C en sortie du système. En termes de température d'air, tandis que dehors, il fait 34 degrés. Donc on a un petit récap des données météo mini, maxi dans la région, mais aussi des infos géologiques, ça c'est super important quand on est architecte de savoir est-ce que c'est compatible au final avec les contraintes, les risques d'un coin. Donc le risque radon par exemple, peut-être que tous les fabricants n'ont pas des systèmes qui sont étanches au gaz radon, radioactif, je ne sais pas si c'est lié au granit. Donc dans le coin, on a un risque élevé au niveau du radon, par exemple. Donc là, ça permet aussi d'envoyer après le projet au fabricant qu'on souhaite contacter. Comme ça, il a toutes les infos et puis il pourra nous envoyer un petit devis. Et si on descend, si on est un peu plus curieux, on pourrait avoir un petit récap plus
plus détaillé sur les différents projets qui ont été sélectionnés par GeoCool, en fait, pas seulement le top 3. Donc là, ça me plaît bien comme première analyse, comme première ordre de grandeur. Donc je vais sauvegarder mes résultats dans mon petit dashboard, hein, où j'ai déjà fait plusieurs études. Donc j'avais une école, les bureaux du wagon qui vont a priori encore grandir, sont intéressés par GeoCool. Donc si vous aussi ça vous intéresse, ou si vous connaissez des architectes qui sont confrontés aux mêmes problématiques, je vous invite à leur parler de GeoCool, hein, qui vous permet vraiment en quelques clics de se faire une idée sur le dimensionnement du puits climatique, qui est vraiment un système intéressant pour les canicules à venir. Donc vous l'avez compris, au wagon à Nantes, on ne bénéficie pas encore des avantages de la géothermie, c'est vrai. En revanche, on est situé dans un quartier formidable. On est à 2 pas de la rue Fourré, où on a accès à plein de gastronomies différentes, du japonais, du mauricien, du vietnamien. On est gâté. Il y a pourtant un type de cuisine que j'ai pas encore eu l'occasion de goûter depuis que je suis ici, c'est la cuisine indienne. Et c'est dommage parce que moi, j'adore ça. Du coup, retour sur un projet data analyse avec Axel et Rosen qui vont nous parler de restaurants indiens dans le cadre de la solution Tiller. Bonjour à tous, je m'appelle Axel et on va vous présenter avec Rosen un projet Data Analytics qu'on a réalisé en partenariat avec Tiller by SumUp. On va commencer par une présentation rapide du contexte. Tiller by SumUp, c'est quoi? C'est une entreprise qui propose des terminaux de paiement et de prise de commande connectés auxquels sont intégrés tout un système de logiciels, toute une suite logicielle de gestion qui permet finalement de simplifier la gestion quotidienne de l'activité d'un restaurant ou d'un commerce. Leur brique... Alors, pardon, j'ai un petit souci de slide. Ouais. Donc leur brique dédiée à la gestion des commandes et des réservations ainsi qu'à la gestion des paiements et des modes de livraison est déjà suffisamment développée en termes de portefeuille produit. Nous, notre intérêt, ça a été de se placer plutôt sur la brique analyse et data visualisation, à savoir comment traiter ces données, comment les faire parler, comment faire en sorte qu'elles fassent sens pour des gens qui sont souvent pris dans le quotidien très intense dans l'activité de la restauration. Et dans cet objectif-là, la problématique, ça a été de se demander comment créer un outil qui est capable de faciliter la gestion quotidienne du business de ces restaurants. Et on a pensé à développer un produit data à destination de ces restaurateurs, de ces gérants, pour leur permettre à la fois de mieux maîtriser leur activité quotidienne et leur croissance, de pouvoir se comparer aussi aux tendances de leurs concurrents et de pouvoir prédire, avec une marge d'erreur bien entendu, son activité future. On a pensé et conçu notre produit data comme un dashboard qu'on va pouvoir mettre à profit du restaurateur. L'idée, c'est que l'ensemble de l'équipe du restaurant puisse utiliser ce dashboard pour améliorer ses performances. Sur la page d'accueil du dashboard, on va retrouver l'ensemble des rapports qui vont être présents et disponibles dans le dashboard. Et on va également retrouver l'ensemble des KPI qui vont être associés à chacun de ces rapports. Alors, on a souhaité développer un outil qui soit fonctionnel, qui soit interactif, qui soit modulable. L'idée, en fait, c'est de pouvoir interagir comme on le souhaite sur le dashboard. On a un certain nombre de fonctionnalités qui sont communes à l'ensemble des pages du dashboard. On va vous le présenter dans un instant. Ce qu'on a ajouté également, c'est des fonctionnalités avancées qui vont être proposées à des clients qui vont souscrire à une formule premium. Et là, c'est ce qui est représenté en pointillé sur nos slides. Donc, un client qui souscrit à une formule premium va avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. En l'occurrence, il va avoir accès à une analyse approfondie de ces données et il va également avoir accès à un ensemble de données qui va lui permettre de se positionner par rapport à la concurrence. Dans ce cas, un client qui souscrit à l'offre premium consent à ce qu'en retour, ses propres données soient également utilisées de la même manière pour les concurrents qui utilisent le même outil. Pour que ça soit plus concret, on va vous proposer une démonstration sur le cas d'un restaurant indien qui est basé à Paris.
Dans ce cas, on ne va pas vous faire une analyse exhaustive et détaillée du contenu du dashboard parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à présenter. L'idée, là, c'est plutôt qu'on vous présente comment on a construit l'outil, comment il fonctionne et à partir de là, comment on va pouvoir mettre en place des recommandations pour le client. Donc pour commencer, vous l'avez vu dans la partie juste avant, on arrive sur un sommaire assez classique qui offre juste une description des différents rapports qui sont disponibles dans le dashboard, des différents KPI suivis, et qui permet d'accéder tout simplement aux pages concernées juste en cliquant sur les petits menus. Tout ce que vous voyez là, c'est Rosen et moi qui l'avons construit, hein, c'est totalement custom. Du coup, on arrive sur un premier onglet dédié aux performances globales. Je vais juste me permettre de filtrer les données sur une année pour que ce soit un peu plus parlant. Voilà. Donc ici, vous allez retrouver globalement la même structure sur toutes les pages de notre rapport. À gauche, des indicateurs de suivi globaux qui sont toujours intéressants à suivre pour les restaurants, à savoir le chiffre d'affaires, le ticket moyen, le couvert moyen, le nombre de clients, et leur pourcentage de variation par rapport à la période précédente. Donc en l'occurrence, on est sur toute l'année 2020, donc c'est comparé par rapport à 2019. Ce rapport global, il est surtout utile à ce stade dans le cas du restaurant qu'on a choisi, qui est un restaurant indien, pour identifier un peu les effets de saisonnalité. Donc ici, ce qui est clair, c'est que pour le coup, le business, suite au confinement de Q2 2020 et de Q4 2020, a relativement souffert. Et si on descend à un niveau de granularité un peu plus fin, on constate que la majeure partie des commandes et du chiffre d'affaires sont réalisées plutôt sur les mois d'hiver, donc janvier, février, septembre, octobre. Et on constate aussi une petite saisonnalité sur les jours de la semaine, typiquement surtout le vendredi et le samedi, et dans une moindre mesure le dimanche. Donc c'est relativement utile pour un gérant, histoire de pouvoir un peu mieux cibler ses stratégies promotionnelles, ses stratégies d'acquisition de trafic, et pouvoir booster son business de façon éclairée. Si on descend maintenant au niveau produit, vous avez accès à des indicateurs un peu plus fins, pour le coup, qui peuvent permettre d'être assez intéressants en termes de contrôle des stocks, en termes d'évolution de la carte. Donc toujours ces mêmes indicateurs globaux à gauche, sauf qu'ensuite, comme j'ai accès à des données plus granulaires, là je m'aperçois typiquement sur le restaurant qui nous intéresse que l'alcool représente une part assez faible au final du chiffre d'affaires, alors que généralement c'est des produits avec une marge assez confortable. Ce qui peut représenter une opportunité de développement. Donc si je clique ici, effectivement, je constate que la plus grande partie du mix of business, elle est concentrée sur le vin et le champagne. C'est un peu dommage, j'aurais tendance à avoir envie de booster le business des bières et des cocktails. Si on descend dans le détail par produit ici, pour les bières, je m'aperçois que le restaurant, au final, ne propose que 2 références en bouteille. Et sur les cocktails, juste ici à droite, qu'il n'y a qu'un seul cocktail à la carte qui s'appelle le cocktail Bouddha, qui performe relativement bien. Mais voilà, typiquement, ça peut me permettre d'identifier une opportunité de développement, à savoir une offre apéritive peut-être un peu plus conséquente, où on propose des happy hour, où on propose des pressions, où on propose des cocktails un peu plus variés, pour faire venir les gens plus tôt, potentiellement qu'ils enchaînent avec un dîner le soir, et in fine booster le business et l'activité du restaurant. Sur le volet service, cette fois, on s'est permis avec Rosen de catégoriser les services en fonction des heures de la journée, juste pour nous donner une vue un peu plus claire sur la façon dont se répartissent les commandes. Ce qui est très sensible pour ce restaurant, qui est encore une fois un restaurant indien, c'est que, évidemment, la majeure partie de l'activité se fait le soir, dans une moindre mesure le midi, et qu'en termes de saisonnalité également, vous le voyez ici sur les courbes de couleurs, il y a assez peu d'effets de saisonnalité sur les services du matin, du midi et de l'après-midi. Donc on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et typiquement, pour le cas de ce restaurant, ça peut être utile de proposer des formules salées, par exemple, pour le matin et l'après-midi, associées à des cafés, pour encore une fois faire venir les gens et diversifier un peu le mix de chiffre d'affaires. Et également le midi, pourquoi pas proposer à des entreprises alentours de pouvoir commander des lunchbox ou des menus express pour, encore une fois, diversifier le mix et permettre à ce restaurant de croître en termes de chiffre d'affaires et de nombre de clients. On a ensuite un onglet qui est dédié aux commandes, donc au type de commande de livraison, en livraison ou sur place. Sur le graphe en forme de donuts en haut, on voit que clairement la vente à emporter est très peu présente dans ce restaurant, elle est quasiment inexistante. Donc là, il y a potentiellement une piste à suivre pour améliorer ça.
Sur le graphe situé en bas à gauche, alors normalement, il y a les icônes correspondant aux différentes plateformes qui sont affichées. En fait, c'est un graphe qui fait référence aux différentes plateformes de livraison qui travaillent avec notre restaurant. Si on regarde le chiffre d'affaires rapporté par rapport au nombre de commandes, c'est clairement la plateforme Deliveroo qui va être le plus intéressante pour notre restaurant. En revanche, si on jette un œil au ticket moyen, là c'est clairement Uber Eats qui potentiellement pourrait rapporter davantage d'argent à notre restaurateur. Donc une proposition qu'on peut lui faire par rapport à ça, c'est de mettre en place une offre promotionnelle sur la plateforme Uber Eats pour lui permettre de gagner des parts de marché et également pour inciter la clientèle à utiliser cette plateforme plutôt qu'une autre. On a également un onglet dédié au personnel de salle. Alors, on ne va pas s'y attarder très longtemps parce que dans notre cas présent, ce n'est pas très pertinent. Sur l'année 2020, on avait au total 3 serveurs qui ont travaillé dans le restaurant, mais on voit sur le graphe en haut central qu'à l'instant T, on n'a en fait qu'un seul serveur qui est présent. Donc, grosso modo, en fait, cette page va permettre aux restaurateurs de connaître les performances de ces différents serveurs et de savoir quels sont les produits les plus vendus par serveur. Donc sur notre dashboard, on finit avec un onglet prédiction qui est celui-ci dédié aux clients qui ont souscrit à l'offre premium. Dans ce cas, on va pouvoir aller plus loin dans notre analyse et y intégrer des briques de machine learning. Donc là, c'est ce qu'on a voulu mettre en place en proposant un modèle de prédiction du chiffre d'affaires. Alors sur ce graphe, on voit en rouge, c'est une courbe qui correspond à nos données réelles du chiffre d'affaires. En bleu, c'est une courbe qui correspond aux prédictions de notre modèle. Et la zone bleue qui entoure la courbe bleue, ça correspond à l'intervalle de confiance qui est de 95%. Ce qui veut dire que, en fait, sur 100 points qui vont être prédits sur notre modèle, on va en avoir 95 qui vont être inclus à l'intérieur de cette zone-là. Globalement, la tendance est clairement à la baisse. Il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Et comme vous pouvez le constater, notre modèle, clairement, il n'est pas très optimiste pour ce restaurant. Petite nuance par rapport à ça, ce modèle est complètement biaisé et impacté par le Covid. Pour deux raisons. Là, on voit au niveau du premier confinement, je ne sais pas si vous voyez, à peu près au niveau de mars 2020, on a une forte chute du chiffre d'affaires. Alors, cet impact a été limité dans le sens où on a aussi mis en place une interpolation linéaire pour limiter un petit peu, atténuer l'impact justement du Covid. Parce que pour rappel, notre restaurant n'a pas développé la vente emportée. Donc quand le confinement a eu lieu, il a fermé boutique, il n'a pas développé d'activité de vente emportée pour lui permettre de se dégager quand même des revenus. Ensuite, le confinement se termine, les affaires reprennent, le chiffre d'affaires repart à la hausse, tout va bien. Et là, ça recommence donc avec le deuxième confinement en novembre, rebelote, le chiffre d'affaires chute à nouveau, il s'effondre. Et c'est ce qui explique que notre modèle, clairement, est fortement vu à la baisse. Donc, à partir de là, nous, on a souhaité aller plus loin dans l'analyse et actuellement, on travaille sur une version améliorée du modèle. L'idée, c'est de pouvoir travailler sur un modèle qui ne tient pas compte des données impactées par le Covid. Donc là, actuellement, on travaille dessus et on espère sortir un modèle qui puisse être plus optimiste pour notre restaurateur. Donc ça, c'était la présentation de notre dashboard. Pour conclure, on va vous proposer quelques pistes de réflexion. On aurait pu aller plus loin sur notre analyse de données. Par exemple, si on avait accès à des données complémentaires qui nous permettraient de faire des analyses sur les marges, de faire des analyses sur la gestion des stocks. On pourrait également faire des recommandations à notre restaurateur sur des choses à mettre en place pour lui permettre d'améliorer sa e-réputation via les retours des avis clients. Et enfin, en ayant accès à des données liées au programme de fidélité des clients, on pourrait proposer aux restaurateurs de mettre en place des offres promotionnelles personnalisées auprès de ses clients les plus fidèles. Un deuxième axe d'amélioration porte là, cette fois-ci sur les fonctionnalités avancées que nous avons mises en place. On pourrait aller plus loin en proposant des corrélations qui seraient corroborées par des tests statistiques. Donc, on a commencé à travailler dessus. On obtient d'ailleurs le graphe en bas à droite de corrélation. N'essayez pas de le scanner, ce n'est pas le QR code du wagon, c'est juste un graphique de corrélation. Ensuite, on pourrait également aller plus loin dans les prédictions. Par exemple, faire des prédictions sur les quantités de produits vendus, en particulier sur les produits qui ont une date limite de consommation courte. Dans ces cas-là, l'idée, c'est de pouvoir optimiser la gestion des stocks et limiter les pertes engendrées derrière. Et enfin, on envisage aussi de faire de la classification
Dans ce cas, l'idée, c'est de pouvoir définir s'il y a un profil type de client qui se dessine, auquel cas, ça permettrait au restaurateur d'adapter son offre à la clientèle et au profil de client qui se dégagerait de cette analyse. Voilà. Merci de votre attention. Merci à vous deux. Pour vous donner un petit peu une indication sur le déroulement de la soirée, il nous reste 3 projets à voir. 2 web et 1 data. Pour le prochain, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on veut devenir développeur web, on commence souvent par envisager de faire une formation en ligne. Mais sur des sujets aussi complexes que la programmation, c'est difficile de rester motivé quand on est seul. C'est précisément ce qui a fait le succès du wagon, où les élèves sont drivés certes par les professeurs, mais aussi et surtout par les interactions qu'ils ont entre eux ici au quotidien. On a notamment un système de buddy pour les exercices qui se font systématiquement en binôme. Et bah, trouver un ou plusieurs partenaires pour se motiver à devenir une meilleure version de soi-même, c'est précisément ce dont vont nous parler Julien, Aubry, Alexia et Marc-Antoine avec leur appli Fitmate. Alors bonjour à tous, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans et je suis arrivé sur Nantes il y a à peu près 4 ans. Et je suis un grand fan de sport, j'aime toucher un peu à tout type d'activité. Mais le problème quand on arrive dans une nouvelle ville, surtout une grande ville comme Nantes, c'est qu'on ne connaît pas grand monde, donc difficile d'aller s'amuser avec des potes. Et du coup, j'ai une collègue de travail qui m'a parlé d'une super application qui s'appelle Fitmate. C'est une application axée vraiment sur le côté sportif mais communautaire pour rencontrer du monde et découvrir de nouvelles activités. Donc on va rentrer ensemble sur l'application. Donc déjà, ce qui est cool, pour moi en plus qui suis un gros feignant et j'aime pas chercher, c'est que tu as une carte qui affiche tous les sports. Donc j'ai même pas besoin de chercher, je sais déjà plus ou moins ce qui se passe sur Nantes. On voit qu'il y a du foot, du vélo, de l'escalade, du rugby, et ça c'est super chouette. Parce que si j'appuie sur un petit pictogramme, je peux aussi voir une petite description. Donc on peut voir le titre de l'événement, donc du coup on en déduit le sport, de toute façon on a le pictogramme qui nous le rappelle. On a le nombre de participants, donc là par exemple je vois qu'il y a 4 participants pour le moment sur 14. Ça se passe à Nantes et c'est vraiment pas loin, on est à 810 mètres. Donc si je ne sais pas trop quoi faire, je peux me laisser un peu bercer par tous les événements qui existent. Donc voilà, moi il n'y a pas grand chose qui m'intéresse pour le moment, mais j'ai une amie qui m'a parlé d'un événement qu'elle est en train de produire, c'est du yoga. Donc pour ça on va aller se rendre dans le filtre là-haut, on va chercher le yoga et bon, ça tombe bien, il n'y a qu'un événement donc ça devrait être elle. On appuie et on va sur la page de l'événement, donc ça tombe bien, c'est Alexia, c'est ma collègue. Ça se situe à Sainte-Luce, elle a mis un niveau intermédiaire pour la pratique, moi je suis carrément débutant mais bon elle le sait donc ça ne devrait pas poser de problème. On retrouve la description de l'événement. Par contre, je vois qu'ils sont 5 sur 6 déjà à l'événement et du coup, je vais participer tout de suite pour bloquer le créneau, sinon ça va me passer sous le nez. Et je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que je suis bien ici et que je vais participer à l'événement. Elle va être super contente. Donc, salut Alex, je serai bien présent. Je lui envoie un petit message. Donc, peut-être qu'elle va me répondre, j'en sais rien. Elle n'est peut-être pas derrière son écran. Bref, ah bah si, elle m'a répondu, super, donc on devrait bien s'amuser. Et du coup, ça me fait penser que j'aimerais bien me faire un petit événement à moi. Je m'en suis fait il y a quelques semaines, un petit match de basket avec des gens que je ne connaissais pas, c'était super sympa. Une grosse ambiance de folie, des sons américains dans tous les sens. Il faisait beau, il faisait chaud, c'était super. Du coup, je vais en recréer un. Donc je vais choisir le basketball. Je vais choisir une date, je vais me mettre 1er juillet parce que je crois que j'ai ma femme qui m'a collé un truc le week-end d'avant, donc je vais mettre le 15 à 15h pardon, à peu près, voilà. Et du coup, je vais pouvoir mettre l'adresse du lieu, donc c'est pas loin de chez moi, ça tombe bien, j'aurai pas besoin de faire beaucoup de route. Donc, et je rentre l'adresse. On me demande quel niveau je veux mettre, donc moi je vais attirer un maximum de personnes. Donc je vais mettre un niveau débutant, comme ça les gens n'auront pas peur de venir. Je vais mettre
Après, un nombre de participants à 6, comme ça on se fera des 3 contre 3, on va pouvoir mixer les équipes, ça va être super sympa. Ensuite, je mets une petite phrase accrocheuse pour que les gens puissent venir. Donc je vais mettre quoi? Basket friendly. Hop. Et je vais mettre une petite description super sympa, ça va donner envie aux gens de venir. Je vais leur dire qu'il va y avoir des beaux tirs, des beaux dunks, pour ceux qui peuvent. Et je vais mettre une photo de moi à mon dernier match quand j'étais dans mon ancienne ville. Donc voilà. Ensuite, j'ajoute l'événement. Et j'arrive sur la page avec le récap de ce que j'ai noté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les gens viennent en masse. Et maintenant, je vais faire un petit tour sur ma page de profil. Donc on retrouve un petit peu tous les événements qu'il y a d'enregistrés chez moi. Donc l'événement que j'organise. Le yoga, c'est ce que j'ai accepté tout à l'heure avec ma collègue Alexia. Et ça me fait penser qu'il y a un événement sur lequel je m'étais intéressé, mais que je n'ai pas encore validé ma présence. Et du coup, je vais y aller parce que j'ai passé une semaine un peu hard. Et ça va me faire du bien de me changer les idées. Du coup, je vais leur dire que je participe bien à l'événement. Et comme ça, je fais partie de la boucle, ça va être super. Il fait beau en plus demain. Donc voilà. Donc si comme moi, vous voulez découvrir plein de sports, juste rencontrer des gens ou vous remettre tout simplement au sport, bah, je vous invite à aller sur fitmate.fr. Dernier pitch data de la soirée. Le wagon existe depuis maintenant 10 ans. Et la renommée de nos formations est telle qu'on a des statistiques d'employabilité qui sont assez dingues. Je vous les ai montrées tout à l'heure. Sauf que, voilà, malheureusement, les étudiants des autres écoles n'ont pas forcément des chiffres aussi bons. Et c'est pour ça que des plateformes comme Job Teaser sont apparues pour aider les étudiants à entrer sur le marché du travail. Et c'est ce dont Bastien va nous parler maintenant. Donc, bonsoir, je m'appelle Bastien, apprenti data analyst. Et avant de commencer, je voudrais prêter serment sur la Bible du data analyst qui est SQL. Donc, je déclare solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions de data analyst et que dans toute la mesure de mes moyens, je sauvegarderai, protégerai et défendrai l'intégrité et la vérité des données. Donc voilà, ça c'est fait. Merci. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Job Teaser, mais c'est une job board donc, qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années pour les étudiants et jeunes diplômés. Et puis on va voir ensemble un peu en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée qu'ils nous ont fournie. Donc comme toute job board, en fait, il y a une offre et une demande. Il y a une demande, en fait, c'est les universités qui ont des étudiants. Et Job Teaser vient remplacer leur service carrière. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes de l'université de Nantes, plutôt que gérer vous-même toute la plateforme pour mettre en avant les stages, etc. Job Teaser vous fournit la technologie gratuitement. Vous pouvez la personnaliser avec votre logo, etc. Par contre, vous allez faire payer les entreprises pour mettre des offres, créer des semaines carrières, etc. Donc aujourd'hui, ils sont intégrés avec à peu près 750 universités. Il y a 5 millions de personnes qui l'utilisent, plus de 250 000 recruteurs. Ça existe depuis 15 ans. Ils sont dans 25 pays, ils doivent avoir des bureaux dans 5 pays en Europe, 400 employés. Et ils font partie aussi d'une X40 avec la levée de fonds qu'ils ont fait de 3 ans. Donc ils ont vraiment les moyens de s'étendre partout en Europe. Et à savoir que si vous n'êtes pas étudiant, en tout cas si votre université n'est pas intégrée avec Job Teaser, il y a quand même une plateforme qui est accessible, donc vous avez accès à énormément d'offres, mais pas les offres exclusives aux autres universités. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui? C'est comment améliorer leur taux de succès. Qu'est-ce qu'un taux de succès? C'est quand vous arrivez sur la plateforme de Job Teaser, à quel moment vous avez un entretien ou un premier emploi. Donc on peut le voir aujourd'hui, c'est à 0,15%. Et on va voir ensemble, avec toutes les actions que je recommande, comment on pourrait réussir à doubler ce taux et passer à 0,34%. Donc il y a 3 étapes à bien comprendre, on va les voir en détail, mais il y a la qualification. Donc c'est du moment où vous arrivez sur la plateforme jusqu'à que vous soyez qualifié, c'est-à-dire que vous mettez votre CV en ligne. Il y a le moment où vous êtes shortlisté, donc c'est quand vous êtes qualifié, vous avez bien mis votre CV en ligne. Là, vous avez des propositions de stage ou de premier emploi. Et la dernière étape, c'est quand vous obtenez l'entretien avec l'entreprise. Donc commençons avec la première étape qui est l'étape de qualification. On va voir comment on peut gagner facilement 2 points de pourcentage en mettant en place des actions assez simples. Donc la première chose que je me suis dit, c'est on va aller regarder les universités, celles qui ont 100% d'étudiants qualifiés ou 100% d'étudiants qui ne sont pas qualifiés pour aller chercher des bonnes pratiques ou à l'inverse, tout ce qu'il faut éviter. Au final, ce n'est pas forcément ce qu'il faut regarder, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder la taille des universités, puisque si vous agissez sur un
très petit nombre d'universités, vous allez pouvoir avoir un impact en fonction du nombre d'étudiants qu'ils ont. Donc il vaut mieux aller cibler vraiment le haut du panier. Donc 81 écoles qui ont plus de 1000 étudiants inscrits sur JobTeaser, c'est que 4% des écoles, 3,5%, mais c'est plus de 50% des étudiants. Donc on va se concentrer sur cet échantillon-là. La première chose qu'on peut regarder, c'est est-ce qu'ils sont intégrés avec JobTeaser ou est-ce que justement c'est encore leur service carrière. Donc 80 écoles sur 81 sont déjà intégrées. Par contre, il y en a une qui n'est pas encore intégrée, qui est en Espagne, et qui est l'université qui a le plus d'étudiants de toute la base. Donc là, on peut facilement aller mettre en place des actions pour inciter les étudiants à mettre en ligne leur CV et gagner des points de pourcentage. Ils sont à 67% à peu près à avoir mis leur CV, alors que la moyenne est 75%. Donc en travaillant avec eux, avec les account managers qui sont disponibles et en intégrant le produit, on peut supposer qu'on peut arriver à la moyenne et ça nous fait déjà gagner 1100 étudiants qualifiés. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est au niveau de la répartition des pays. Quelles sont les universités qui sont le plus représentatives, dans quels pays sont-elles? Donc la France, bon, vu que JobTeaser c'est une entreprise française, c'est l'écrasante majorité, mais on a deux autres pays, l'Espagne et l'Angleterre, qui sont intéressants de regarder. Au niveau de l'Espagne, ils sont plus ou moins bons élèves, ils sont à peu près à la moyenne de 75%. Par contre, au niveau de l'Angleterre, on a 56%. Donc si on va aller voir ces universités-là, peut-être qu'on met en place des campagnes marketing justement qui sont ciblées localement, etc. Si on estime qu'on arrive à les ramener à la moyenne, on peut gagner 3300 étudiants qualifiés. Le dernier critère qu'on peut regarder, ce sont les types d'universités. Et là, on peut regarder, c'est pareil, sur les 8 types d'universités, il n'y en a que 4 qui sont vraiment représentés, et dont 2 qui ont une performance qui est un peu en deçà de la moyenne. Si on exclut tous les critères qu'on a vus avant, c'est-à-dire l'Angleterre et l'université leader, il y a un type d'université qui est moins bons élèves que les autres, c'est l'université type 3, ça représente 26 écoles, et c'est pareil, si on arrive à les ramener à la moyenne de 75%, on gagne 3300 étudiants aussi. Donc si on récapitule et qu'on met en place toutes ces actions, qui est juste de demander aux étudiants de mettre plus de CV en ligne, on peut avoir 7700 étudiants qualifiés en plus. Donc c'est autant d'élèves à qui on va pouvoir proposer un emploi en plus. Donc voici les 3 actions que je recommande. Donc ça, c'était la première étape, l'étape de qualification. Maintenant, on va regarder l'étape de shortlist. Donc c'est à partir du moment où on propose un stage ou un premier emploi aux étudiants. C'est l'algorithme de JobTeaser. On n'a pas accès, on va dire, à la sauce secrète de JobTeaser, mais on va essayer de voir ensemble un peu comment ils font la sélection. Donc à gauche, c'est le nombre d'écoles, le nombre de pays et le type d'université pour les étudiants qui sont qualifiés. On a exclu ceux de l'étape d'avant. Et à droite, ce sont les étudiants qui sont shortlistés. Donc on peut voir qu'il y a quand même une bonne partie des écoles qui n'ont pas d'étudiants shortlistés. Mais ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a beaucoup d'universités qui ont moins de 10 étudiants. En fait, c'est les étudiants qui viennent s'inscrire directement sur la plateforme sans être intégrés directement au produit. Mais en fait, ils connaissent JobTeaser. Donc si on regarde en fait l'intégration produit, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le shortlist des étudiants ou non. Et si on regarde la répartition des écoles par taille, c'est pareil, ça n'a pas vraiment d'incidence. Donc c'est 2 critères qui étaient intéressants pour la qualification, mais qui ne sont pas pour le shortlist. Par contre, si on regarde au niveau des pays, il y a un pays qui ressort parmi tous les autres, c'est l'Allemagne. C'est 4% à peu près des étudiants qualifiés, mais 21% des étudiants shortlistés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les étudiants allemands, pour un étudiant allemand, il a 60% de chance en fait, d'être shortlisté quand il est qualifié, alors que pour les autres pays, c'est à peu près 12%. Donc il y a peut-être quelque chose à aller faire, notamment JobTeaser, ils ont une équipe de user researchers qui est disponible, c'est d'aller interroger justement ces étudiants ou ces universités en Allemagne, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'ils font de mieux pour être sélectionnés par les algorithmes. Si on reprend le même critère que pour les qualifications, mais les types d'universités, donc là c'est le type d'université 2 qui équivaut aux écoles d'ingénieurs, on voit qu'ils sont un peu meilleurs aussi que les autres typologies d'universités. Mais vu qu'on a des ressources limitées, moi je recommande quand même de se concentrer sur le critère pays et d'aller chercher les bonnes pratiques chez les étudiants allemands. Donc c'est peut-être parce qu'ils ont un format de CV qui est mieux, qui sont plus proactifs, qui répondent plus aux messages. Voilà. On ne peut pas le savoir avec le jeu de data qu'on a aujourd'hui, mais ça peut être intéressant de passer pas mal de temps avec eux. Alors, si on prend l'hypothèse que grâce à toutes ces bonnes pratiques, on arrive à doubler au niveau de tous les pays le taux de shortlist, ça pourrait nous faire gagner plus de 25 000 étudiants. Et c'est autant d'étudiants qui peuvent être proposés aux entreprises. Et donc, ça nous fait gagner presque 10 points de pourcentage, ce qui peut être donc intéressant.
Donc ça, c'était la deuxième étape. On passe à la dernière étape, qui est l'étape où les élèves sont confrontés directement aux entreprises. Donc on va voir comment on va améliorer le taux, on va dire, d'acceptation de 1,80% à 2,20% avec différentes étapes. Alors il y a une chose à bien comprendre par contre, c'est qu'il y a des étudiants, il y a des offres, mais un étudiant peut postuler à plusieurs offres et une offre peut avoir plusieurs étudiants. Par contre, ce qui est unique, c'est le parcours de recrutement. Par exemple, je suis étudiant et je postule au Wagon et à JobTeaser, je vais te compter 2 fois. Si je postule à 5 entreprises, je vais te compter 5 fois, etc. Donc c'est ça qu'on va regarder. Puisque pour une entreprise, qu'on postule à d'autres entreprises, ça n'a pas forcément d'incidence, on va regarder l'individu à chaque fois. Donc ce qui est intéressant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est un peu, on a regardé le funnel, mais sans rentrer dans le détail, et là on va regarder le funnel du moment où on est shortlisté jusqu'à qu'on a un entretien ou qu'on soit décliné. Donc d'abord on est shortlisté, ensuite on doit émettre une réponse, est-ce qu'on est intéressé ou pas? Donc là on dit oui ou non, et si on est intéressé, l'entreprise nous accepte ou non. Et on se rend compte en fait que presque 80% des candidats ne sont pas intéressés par les offres qu'on leur propose. Il y a très peu de candidats qui sont encore en attente, puisqu'au bout de quelques jours, si on ne répond pas, on est directement mis dans la catégorie pas intéressé. Et par contre, au niveau des entreprises, on va le voir un tout petit peu plus loin, mais c'est un problème puisque les entreprises ne répondent pas très souvent aux étudiants, ce qui explique en fait un taux d'entretien qui est assez faible. Du coup, ma recommandation, ce qu'on va regarder maintenant, c'est pour essayer d'améliorer justement le nombre d'étudiants qui obtiennent des entretiens, c'est améliorer le taux de réponse du côté étudiant et du côté entreprise. Donc si on regarde à gauche, c'est le parcours étudiant. En fait, donc, il y en a très peu qui sont en attente parce qu'au bout de quelques jours, ils sont mis comme quoi ils ne sont pas intéressés. Il n'y a que 49% d'entre eux qui ont répondu, donc que ce soit intéressé ou pas intéressé, et il y a la moitié qui n'ont pas répondu, dont une grande partie du coup se retrouve non pas intéressés. Et au niveau des entreprises, il n'y a que 13% des étudiants intéressés qui ont obtenu une réponse. Donc c'est-à-dire que ça crée énormément de frustration. Et là, si on regarde dans le funnel, il y a plus de 8000, presque 9000 étudiants qui sont encore en attente, qui ne savent pas en fait s'ils peuvent obtenir un entretien ou pas. Donc ce que je recommande, moi, c'est vraiment d'améliorer le produit ou en tout cas faire en sorte que les personnes répondent plus. Et si on arrive rien qu'à avoir 10 points de plus au niveau du taux de réponse du côté étudiant, ça nous fait gagner 2100 étudiants intéressés, donc autant d'étudiants à proposer en plus aux entreprises. Et sans prendre en compte ce qu'on vient de voir, si on améliorait sur la base existante le taux de réponse des entreprises de 5 points, ça pourrait amener 260 entretiens supplémentaires, sachant qu'aujourd'hui on est à moins de 500, donc ça nous fait déjà gagner un gros pourcentage. Et si en fait on met toutes ces actions ensemble, on va dire ça décuple l'effet. Et là on pourrait avoir plus de 500 entretiens supplémentaires, ce qui est une augmentation de 87% par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est là où on a un taux d'approbation de 2,20% contre 1,80%. Et ce taux d'approbation, en fait, c'est sur les parcours de recrutement que j'ai expliqué un peu plus tôt. Donc voilà, on a nos 3 actions qui sont, en tout cas mes 3 recommandations qui sont là, avec les différents objectifs qu'il faudrait atteindre. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder maintenant quel est le résultat si on les combine tous. Puisque ma recommandation, c'est aussi d'y aller dans l'ordre, c'est-à-dire commencer par la qualification, ensuite shortlist et ensuite l'approbation. Voilà un peu les résultats qu'on pourra obtenir. Et si on regarde vraiment la bottom line, donc qu'est-ce que ça fait vraiment gagner la JobTeaser? Puisque si les étudiants vont sur la plateforme mais n'ont jamais d'entretien, le produit, en tout cas, il va y avoir une moins bonne réputation, etc. Mais grâce donc à ces différentes actions, et si tout se passe bien, on peut gagner plus de 715 étudiants. Donc on passe de 571 à 1286, qui est plus que doublé ce qu'on avait à la base. Et c'est comme ça qu'on peut arriver du coup du taux de succès de 0,15 à 0,34. Si je résumais donc vraiment les 3 actions à mettre en place, donc c'est contacter les étudiants que ce soit en Espagne, en Angleterre ou les universités de type 3 et demander de mettre en ligne plus de CV. Ensuite, c'est de prendre les meilleures pratiques des étudiants allemands et les appliquer aux autres pays. Et enfin, c'est d'améliorer le taux de réponse en améliorant le produit et en créant plus d'engagement avec du coup, que ce soit les étudiants ou les entreprises, pour qu'ils répondent tout simplement plus à la question « Êtes-vous intéressé ?» Et voilà, je voulais juste finir là-dessus sur un peu mon expérience aussi au wagon. N'oubliez jamais d'apprendre des choses et continuez à être étudiant. Merci beaucoup.
Eh ben, on est parti pour le dernier pitch de la soirée. Personnellement, je suis papa de 2 petits trésors ou 2 petits monstres, ça dépend des jours. Et au wagon, j'ai un peu la sensation d'être le papa d'une plus grande famille encore. Alors, pour dire ça, j'ai fait exprès de ne pas me raser et de porter une chemise, comme ça je suis plus crédible. Mais être papa, c'est pas forcément avoir le temps et l'expérience pédagogique pour pouvoir tout enseigner à ses enfants soi-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des professeurs au wagon. Et c'est aussi pour ça qu'Alban, Mathieu, Louis-Achille et Antoine ont développé Timmy. Ok, c'est la dernière, c'est bientôt la fin. Donc bonsoir à tous, moi c'est Antoine et je suis ce qu'on appelle un tonton gaga. J'ai la chance d'avoir une petite nièce de 4 ans que j'adore garder, donc j'adore m'en occuper. Le problème c'est qu'à chaque fois que je la garde chez moi, il y a toujours un moment où je ne vais pas être disponible, et un moment où je vais devoir faire la cuisine, prendre un appel urgent, etc. Et donc j'ai un peu de mal à l'occuper. Chez moi, je n'ai pas beaucoup de jeux, de jouets, et je n'ai pas très envie à 4 ans de la mettre devant la télé non plus. Du coup, avec des copains, on a décidé de créer Timmy, une application de jeu éducatif pour enfants de 4 à 6 ans, qui en plus de les occuper, va participer au développement cognitif de l'enfant. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est ensemble. Donc on va rejoindre l'aventure. Moi je suis connecté, donc j'arrive sur les profils d'enfants que j'ai déjà créés. Donc ici vous avez mon petit cousin Hugo. Et donc comme je vous disais, moi j'ai aussi une nièce Alba que je vais garder ce week-end. Donc on va lui créer un profil tous ensemble. Donc là c'est simple, on renseigne les informations classiques de l'enfant. Donc le prénom, sa date de naissance, hop. Voilà, et on va lui choisir une photo, un avatar. Voilà. Ensuite, on a une option alerte sonore. Alors, qu'est-ce que c'est alerte sonore? On va pouvoir regarder. En fait, c'est une option qui va se déclencher, un signal sonore, au bout de 30 minutes de jeu pour alerter l'enfant, mais aussi les adultes qui sont autour, que ça fait déjà 30 minutes que l'enfant est en train de jouer et donc est sur l'écran, pour lui suggérer que c'est peut-être le temps de passer à une autre activité. Donc on ne va pas jouer 30 minutes ensemble pour écouter cette alerte. A priori, on devrait peut-être pouvoir l'écouter en cliquant ici. Voilà, on a eu une petite alerte. Bon. Vous avez compris l'idée. Donc moi, ma nièce, elle a 4 ans. Je pense que c'est pertinent de l'activer pour elle. Ça va commencer un peu la responsabiliser sur les écrans. Et puis surtout, on va pouvoir cadrer un peu tout ça. Donc je coche et je valide la création de son profil. Hop. Voilà. Maintenant qu'on a créé un profil, on va pouvoir aller regarder les jeux que propose Timmy. Donc, Timmy propose un ensemble de jeux rangés par catégorie, selon les petites images que vous voyez en haut à droite, les petits pictos. Donc, on va avoir des jeux d'éveil, des jeux de logique, des jeux de calcul, il travaille sur la mémoire, etc. etc. Donc, différents jeux qui vont participer au développement, on va dire, classique de l'enfant. Donc si vous voulez, ensemble, on va commencer par le premier. On va jouer à mémoire d'éléphant, histoire de travailler collectivement notre mémoire. Et donc on arrive sur le jeu mémoire d'éléphant. Donc si on ne connaît pas forcément le principe, peut-être qu'il y a des parents qui reconnaissent un jeu de cartes, de memory, des choses comme ça, vous connaissez. Mais imaginons qu'on ne connaisse pas, on va cliquer en haut à droite sur le petit icône et on va nous expliquer les consignes. Voilà, on nous explique simplement la logique. Et si par hasard vous êtes dans un lieu type salle d'attente, il ne faut vraiment pas faire de bruit, on peut aussi tout simplement couper le son du jeu. Voilà. Donc c'est parti, on va jouer ensemble, je compte sur vous. Sinon ça peut durer une demi-heure effectivement. Donc on retourne les cartes tout simplement. Puis on essaie de faire des paires. Ah, bon, ça on l'a déjà vu. Voilà. Hey. Et puis on continue, c'est sympa. Voilà, on fait des paires, donc l'enfant développe ses capacités de mémoire, et moi aussi, et vous aussi. Voilà, donc, bon là j'ai eu de la chance. Tiens, un zèbre, on en a vu un. Voilà. Non, le tigre, il était ici, je crois. Voilà. L'éléphant était là. Et là, ça devrait aller. Voilà, on a fini.
Du coup, l'enfant, là, ou moi, on a terminé la partie. Et donc, on a le choix, soit on peut rejouer si le jeu nous a plu, ou on peut tout simplement retourner à la liste des jeux précédents. Ce qu'on va faire. Donc ça, c'est un petit peu la partie du côté de l'enfant, en fait, quand il va jouer, quand il va découvrir des nouvelles choses, apprendre. Mais on a aussi une partie plus pour le parent, l'oncle, la nounou, en tout cas, tous ceux qui vont s'occuper, avoir le matériel en main, pour pouvoir suivre justement l'activité des enfants. Donc on peut aller sur le profil d'Alba qu'on vient de créer. Donc là, on vient de voir, on a la partie qu'on vient de jouer tous ensemble et le nombre de points. Donc c'est encore un peu, pas très complet parce qu'on vient de créer son profil. Mais si on va sur le profil d'Hugo qui a déjà joué depuis quelques semaines, on a déjà plus d'informations. Donc on va retrouver des choses assez importantes, ce qui nous paraissait importante pour les parents, le temps passé au total sur l'application et donc sur un écran, mais même plus précisément le temps sur les 7 derniers jours, qui parle déjà un peu plus que le temps global. Et donc on va pouvoir essayer de contrôler ça et faire attention à l'activité, tout simplement, pour ne pas être dans l'abus. Et puis on a aussi l'activité de l'enfant avec ses jeux préférés, le temps passé sur chaque jeu, son score, etc. Donc voilà, donc si vous aussi, vous avez autour de vous des enfants de 4 à 6 ans dans cet âge-là et que vous ne savez pas trop comment les occuper, je vous recommande Timmy qui va mettre l'accent sur l'interactivité des jeux et donc participer au développement de l'enfant, mais aussi suivre le temps pour éviter de passer trop d'écran pour nos enfants. Voilà. Merci. Voilà, c'est la fin de ce Démo Day, mais en fait pas vraiment, parce que peut-être que le meilleur de la soirée reste encore à venir. Je vous invite donc à rester avec nous pour un petit apéro détente qui se poursuivra peut-être à l'extérieur en deuxième partie de soirée pour ceux qui veulent. Merci à tous pour votre présence ce soir. Je propose qu'on finisse par un tonnerre d'applaudissements pour les élèves, pour ceux que l'on peut officiellement appeler nos nouveaux alumni.